Les travaux de Raymond Lull et Nicolas de Cuse ont été oubliés, les travaux de Jean-Charles de Borda et Nicolas de Condorcet ont été oubliés. On est maintenant dans les années 1870 avec un certain Charles Dodgson, plus connu sous son nom de plume de Lewis Carroll. Lewis Carroll retrouve indépendamment les résultats de Condorcet. En tout cas, autant qu'on sache, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations sur le fait qu'il aurait lu l'ouvrage de Condorcet, ni le mémoire de Borda, ni encore moins qu'il ait eu accès aux travaux de la fin du Moyen-Âge dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Lewis Carroll, il faut voir qu'il est dans un contexte encore différent de celui de Borda et celui de Condorcet. Borda, je rappelle, était dans un contexte où il y avait des grands débats au sein de l'Académie royale des sciences à Paris sur la méthode électorale et le corps électoral qui pouvait donc prendre part aux élections. Condorcet se situe dans une perspective différente. Il est à la naissance des linéaments de la démocratie moderne en France, à la veille de la Révolution française, puis durant la Révolution française. Condorcet se fonde sur les travaux théoriques de Borda. Il n'est pas forcément hyper intéressé par les problèmes de l'Académie des sciences en termes électoraux, parce qu'au final, ils sont relativement réglés lorsqu'il publie son essai de 1785. En revanche, Condorcet a une perspective politique véritable, mais politique au sens de la politique, comme on l'appelle de façon générale, c'est-à-dire les élections politiques nationales, l'Assemblée législative et des choses comme ça. Lewis Carroll, lui, il a une perspective assez différente. Il est dans une institution qui ressemble un petit peu à celle de l'Académie des sciences, puisqu'il est à l'université de Christ Church à Oxford, et il y a, alors ça peut paraître un petit peu bébête, mais un projet de réfection de l'un des bâtiments de cette université. Des gens sont pour, des gens sont contre. Et là, on a un aspect politique, parce qu'on est pour ou contre, donc il y a vraiment un aspect politique sur ce qu'on doit faire, il y a un aspect de décision collective sur ce que l'on souhaite collectivement faire pour notre propre institution, et on va se positionner pour ou contre un projet qui révèle plein de choses, qui révèle une allocation d'argent pour tel projet plutôt que tel autre, qui révèle aussi des perspectives architecturales qui représentent ce que l'on souhaite donner comme image à l'extérieur, etc. Pour autant, c'est un projet qui n'est pas politique au sein de la politique en général, il n'y a pas de question de gouvernement, de question d'assemblée législative, etc. Mais il y a bien une perspective de décision collective assez importante. D'autant plus importante dans l'esprit de Lewis Carroll que le doyen de l'université s'appelle le doyen Liddell. Liddell, il est connu aujourd'hui encore parce qu'il a contribué au dictionnaire qui s'appelle le Liddell Scott, qui est le grand dictionnaire grec-anglais qui fait autorité encore aujourd'hui. Liddell, c'est aussi le père d'une certaine Alice Liddell, c'est-à-dire la Alice de Alice au pays des merveilles, dont Lewis Carroll s'est inspiré pour son maître ouvrage, peut-on dire. Lewis Carroll, je précise qu'il était professeur de mathématiques et de logique, il était très intéressé notamment par les probabilités et par l'application des mathématiques dans le monde réel. Quel est le lien entre Lewis Carroll, Alice Liddell et le doyen Liddell ? C'est un lien un peu complexe. Ils sont très amis pendant plusieurs années. Alice est très jeune par rapport à Lewis Carroll. Lewis Carroll est trentenaire lorsque Alice a à peine 10 ans. Et s'ils sont très amis, il semble qu'à un certain moment, la tension soit montée entre Lewis Carroll et la famille Liddell. Pourquoi cela ? Les choses ne sont pas hyper claires. Ce qu'on sait, c'est que Lewis Carroll aimait bien, c'était un amateur de photographie, il aimait bien photographier des jeunes, voire petites filles dénudées, dont Alice, et qu'il semblerait qu'il y ait eu à un moment une promenade en barque de Lewis Carroll et Alice, qui était vraiment toute jeune adolescente, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, proposition en mariage, geste déplacé, aucune idée, mais en tout cas, il semblerait que cet événement ait eu un effet décisif sur la relative rupture, qui n'a pas été tout à fait définitive néanmoins, mais sur la rupture en tout cas pendant les années qui nous concernent, entre Lewis Carroll et le doyen Liddell. Bref, tout cela pour vous dire que Lewis Carroll est contre le projet de réfection du bâtiment au sein de l'université, projet porté par le doyen Liddell. Il est contre parce qu'il est peut-être vraiment contre, mais aussi parce qu'il est contre celui qui porte le projet. C'est en ça aussi qu'on est sur de la politique, parce que, on le sait bien, on vote pas toujours pour les idées défendues par les candidats, mais pour les candidats, ou bien contre les candidats, parce qu'on ne les aime pas comme personnalité, même si on pourrait à la limite apprécier leurs idées. Lewis Carroll n'est donc pas un observateur, comme pouvait l'être Borda ou Condorcet. C'est un acteur d'une élection.
Et ça va lui donner une originalité, c'est pour ça que je vous en parle, parce que finalement, le fait qu'il retrouve les résultats de Condorcet, avec notamment les majorités cycliques, le fait qu'il retrouve le résultat initié par Borda, consistant à dire que la règle majoritaire peut mener à une insatisfaction d'une majorité d'électeurs, tout ça c'est intéressant qu'il les retrouve de façon indépendante, c'est tout à son crédit, ça montre qu'il était intelligent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir son originalité, son apport par rapport à cette mathématisation du vote. Son apport, c'est tout d'abord qu'en tant qu'acteur d'une élection, eh bien, il se place vraiment dans le contexte réel, concret, quotidien d'une lutte politique au sein d'une élection. En particulier, il pense à toutes les manœuvres qui pourraient être créées par les gens qui sont favorables au projet pour faire taire, pour convaincre, pour même éventuellement acheter, soudoyer les électeurs qui peuvent changer d'avis, qui font partie de ce ventre mou qui peut volatile, qui peut tout à fait dire oui comme dire non. Et donc ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il insiste beaucoup sur la notion de délibération. Avant de voter, on discute. Ça, Borda et Condorcet ne s'y intéressent pas. Ce sont des choses qui ne les intéressent pas parce que Borda et Condorcet considèrent qu'on est au moment du vote, on est au moment où les opinions sont forgées, et une fois que les opinions sont claires dans la tête de chacun des électeurs, eh bien, on va voir ce que ça donne au niveau collectif. Lewis Carroll, lui, il se dit que c'est pas si simple et que la délibération, elle est très 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 importante parce que c'est un moment aussi clé qui peut influencer les électeurs et qui peut aussi d'ailleurs résoudre les problèmes électoraux, on va le voir. Donc Lewis Carroll, dans le cadre de cette élection, écrit 3 pamphlets entre 1873 et 1876 qui ont pour but à la fois de dénoncer les problèmes de la méthode électorale de façon un peu théorique, de préciser les problèmes qui peuvent avoir lieu dans cette élection en particulier, et par exemple il propose que les gens, avant une certaine date, lui envoient de façon anonyme ou non des documents pour exprimer leurs opinions, comme ça ils peuvent le faire de façon secrète, ne pas craindre la moindre représaille, et comme ça Lewis Carroll se fera le porte-parole d'une minorité qu'il estime opprimée et qui pourrait être en réalité une majorité si les gens ne se sentaient pas opprimés de faire partie de son camp. Et ce que dit Lewis Carroll, c'est qu'il peut y avoir dans les élections, alors pas forcément dans celle-ci où il y a juste pour et contre, mais dans les élections, il peut y avoir des phénomènes donc, de majorité cyclique, il les retrouve de façon théorique, lui aussi, en procédant à des exemples avec des tableaux un peu à la manière de Borda. Et ce qu'il dit, c'est que si on a affaire à une majorité cyclique, eh bien alors, la première chose à faire, c'est pas d'utiliser, ce qu'il ne connaissait pas sous ce nom, mais ce qui est passé à la postérité sous ce nom, par exemple la méthode de Condorcet, on va pas utiliser une méthode qui permet de forcer à la décision. Condorcet d'ailleurs n'était pas forcément hyper favorable à ça, hein. Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, il préférait qu'on considère que cette élection était nulle, s'il y avait un cycle majoritaire qui apparaissait. Et Dodgson, lui, se dit, on n'est pas obligé de considérer que l'élection est nulle, mais simplement on peut redélibérer, c'est-à-dire qu'on peut demander aux candidats, mais aussi aux électeurs, de rediscuter ensemble, de faire éventuellement converger leurs opinions, de voir s'ils peuvent s'accorder, si on peut créer une sorte de coalition, ou bien de voir si véritablement chacun reste à camper sur ses positions et qu'on ne peut rien faire changer. Mais en tout cas, la délibération est pour Lewis Carroll une arme. Et ça, c'est très intéressant parce que Lewis Carroll sort de l'aspect purement procédural pour entrer dans un aspect plus délibératif. L'élection ne se réduit pas au vote. Ça, c'est une chose importante qu'on a tendance à oublier. L'élection, c'est aussi tout ce qui précède le vote. Et donc, il peut être intéressant de remettre sur le tapis la délibération pour faire disparaître cette majorité cyclique lors du vote. Et puis, si cette majorité cyclique ne disparaît pas, malgré les délibérations, eh bien alors Lewis Carroll propose « no election », pas d'élection. Puisqu'on n'arrive manifestement pas à s'accorder, alors Lewis Carroll affirme de façon très nette ce que Condorcet laissait entendre mais n'affirmait pas de façon aussi nette, pas d'élection dans ce cas-là. C'est très intéressant, par exemple, alors on a pu voir le cas de l'élection présidentielle française de 2007, avec ce phénomène un peu particulier où on avait Bayrou qui battait au deuxième tour chacun de ses deux adversaires, et pourtant le fait qu'il n'ait pas été au deuxième tour fait que évidemment il a perdu, et que c'est au final Sarkozy qui a gagné face à Royal. Et bien dans cette élection-là, on peut se dire pas d'élection. Manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut par exemple forcer les 3 candidats principaux, ou bien d'autres d'ailleurs, peu importe, à faire une coalition
C'est une chose qui paraît très bizarre en France, mais qui est très banale dans énormément de pays qui ont des régimes, non pas présidentiels comme en France, mais des régimes basés sur le pouvoir de l'Assemblée, des régimes plus parlementaires, dans lesquels il est très rare qu'une majorité absolue émerge au Parlement, et donc il y a des coalitions entre des partis divers qui peuvent être de bords assez différents, mais qui sont amenés à devoir travailler ensemble. Je ne dis pas nécessairement que c'est mieux, mais en tout cas c'est une solution qui permet, dans la perspective qui est celle de Borda, Condorcet et Lewis Carroll, c'est-à-dire la perspective de ne pas flouer les électeurs en donnant une majorité absolue, ou en tout cas un pouvoir relativement absolu, à une personne élue par finalement une minorité, ou en tout cas sincèrement préférée par une minorité, eh bien on a une meilleure représentation, en tout cas plus démocratique, plus large de l'électorat au sein des institutions gouvernantes. Lewis Carroll propose donc des choses intéressantes, il approfondit en quelque sorte les travaux de Borda et Condorcet en leur donnant une ampleur un peu plus grande, un peu plus politique, puisque plus délibérative et non pas strictement procédurale. Simplement, vous l'aurez peut-être deviné, mais les travaux de Lewis Carroll, eux aussi, seront complètement oubliés par l'histoire. Et il va falloir attendre en réalité les années 1940, mais surtout 1950, pour que, peu à peu, les travaux de Lewis Carroll, Condorcet, Borda soient redécouverts, et puis bien plus tard, bien plus récemment pour les travaux de Raymond Lull et Nicolas Decuzes. Tout ça, ça va être l'œuvre, disons que le détonateur le plus important dans un mouvement qui est un peu complexe et dont on va parler dans les prochaines vidéos. Ça va être Kenneth Arrow, qui va obtenir d'ailleurs peu après le prix Nobel d'économie, et qui est le grand fondateur de ce que l'on appelle la théorie du choix social. Et tout ça, on en parlera dans les prochaines vidéos.